Dans cette vidéo, nous allons parler de la génétique de Mendel, génétique mendélienne ou la tête Mendel. Et nous allons évoquer des rappels concernant cette génétique de Mendel. Et nous allons traiter des questions QCM du concours d'accès aux études de médecine, médecine dentaire et pharmacie. Bon, alors, pour ce qui est rappel, on doit rappeler que le monohybridisme avec race pure et dominance, c'est quelque chose qui se caractérise par des pourcentages de phénotypes apparents qui sont bien connus, bien précis pour le monohybridisme avec race pure et dominance. La génération F1, elle est uniforme avec 100% de phénotypes D dominants ici, de génotypes hybrides, D grande D petite r. La génération F2 représente, dans ce cas du monohybridisme, avec race pure et dominance, 75% de phénotype grande D et 25% de phénotype petit r récessif. Pour les génotypes petit r, 75% pour les génotypes grande D et grande D petit r. Donc retenez bien sûr les proportions phénotypiques dans ce genre donc d'hybridisme, monohybridisme. Test cross, F1 croisé avec un parent récessif, exemple une souris grise avec de F1 avec croisé avec une souris blanche récessif, ça donne souvent 50% de phénotype gris ici par exemple et 50% de phénotype blanc, 50-50 comme rapport. Pour le monohybridisme avec dominance incomplète ou codominance aussi, c'est quelque chose qui commence par un phénotype qui est par exemple pour une fleur rouge ici, une fleur blanche, croisement, ça donne quelque chose qui est intermédiaire, ni rouge ni blanc, et puis après, lorsqu'on croise la F1, qui est toute de cette couleur nouvelle, on va assister à l'apparition quand même des phénotypes parentaux, du rouge et du blanc. Ici, avec des proportions 25%, 50%, 25%. Hein? Donc, il est noté ici que donc, génération F1 présente un phénotype différent de ceux des parents, phénotype intermédiaire, comme il est le cas ici. Génération F2, rapport des phénotypes, il est de 1/4, 25% du phénotype parental, 1/4 aussi 25% du phénotype parental 2, par exemple blanc ici, et 50% de phénotype intermédiaire, comme il est mentionné ici. Monohybridisme avec un gel létal. Là aussi, la proportion phénotypique 2/3, 1/3, il caractérise ce genre donc de monohybridisme avec un gène qui est létal. Un gène qui est létal où 1/4 de la progéniture F2 n'arrive pas à terme. Il faut rappeler aussi dans le dihybridisme, il y a le dihybridisme avec gène indépendant et le dihybridisme avec gènes liés أو مورثات مرتبطة وهنا مورثات مستقلة. Pour le dihybridisme à gène indépendant, c'est quelque chose où vraiment les allèles, ils sont portés sur des chromosomes différents. Ils sont indépendants. Ils vont se ségréger de manière indépendante, petit b, grand P, mais sur des chromosomes qui sont toujours indépendants. Là, la proportion à retenir dans la population F2, c'est toujours 9/16, 3/16, 3/16, 1/16, ou bien 9, 3, 3, 1. Et le test cross doit donner aussi les proportions 25%, 25%, 25%, 25%. Ou une proportion qu'on appelle 1, 1, 1, 1. Brassage donc interchromosomique ici, on a la phase grande 1 de la méiose. Ça c'est pour les gènes, vraiment le dihybridisme avec des gènes qui sont indépendants. Maintenant, dihybridisme avec des gènes qui sont liés cette fois-ci.
Alors, gène lié, ça veut dire que cette fois-ci, ce n'est plus le 1 test cross, donc, doit donner les proportions différentes de 1 c'est différent. Les gamètes parentaux représenteront plus de 50% des gamètes produits. Et bien sûr, pour les gamètes recombinés, les recombinants, on observe quand même des proportions qui sont inférieures à 50% de recombinaison. Bien sûr, il faut le retenir, lorsqu'il y a lien, on obtient des phénotypes recombinants. Ce sont généralement de faibles proportions et inférieures à 50%. Il faut établir des cartes factorielles et parler aussi de crossing over. Crossing over, ça veut dire positionner les gènes sur les chromosomes. S'ils sont beaucoup plus loin, ça donne beaucoup plus de chances de recombinaison. S'ils sont beaucoup plus courts, c'est moins de chances pour les combinaisons. Mais la recombinaison, c'est défini par le nombre d'individus recombinés, c'est les faibles proportions, qu'on divise par le total des individus qu'on a à traiter. Et on dresse une carte factorielle, bien sûr, avec comme unité 1 centimorgan égale à 1% de recombinaison. Il faut aussi parler, dans le cas de dihybridisme, de certaines variantes. On peut trouver proportions. Les classiques, c'est souvent 9, 3, 3, 1, sont modifiées cette fois-ci pour des raisons de codominance, des raisons de létalité, d'épistasie et autres. Et nous donnons ici l'exemple, par exemple, de gène 1, gène 2, locus 1, locus 2, avec deux allèles, évidemment. Si l'un est dominant, l'autre aussi est dominant, on obtiendra, comme il est classique, 4 phénotypes. 4 phénotypes avec des proportions en F2, 9, 3, 3 et 1. Si maintenant un des allèles est toujours dominant, l'autre il devient codominant, cette fois-ci ça se complique beaucoup plus, c'est 6 comme nombre de phénotypes et les proportions ils sont 3, 6, 3, 1, 2, 1. Donc retenez-le bien, plus il y a de variations, codominance, dominance ou autre, dans le dihybridisme ici on parle, ça se complique au niveau de proportions phénotypiques attendues. Passons maintenant à la réponse à certains QCM du concours d'accès aux études de médecine, médecine dentaire et pharmacie, et une question ici, la Q6 du concours de 2021. C'est une question qui est facile, elle parle tout simplement concernant le monohybridisme et le dihybridisme. Qu'est-ce que c'est ce monohybridisme? Eh bien, pour cela, il faut donc dire est-ce que c'est un croisement monohybride implique un seul parent, tandis qu'un croisement dihybride implique deux parents? Non, absolument pas du tout. Un croisement monohybride produit une seule progéniture alors qu'un croisement dihybride produit deux? Non, absolument pas du tout. Un croisement monohybride, c'est implique des organismes qui sont différents par un seul caractère. Oui, alors qu'un croisement dihybride implique des organismes qui sont différents par deux caractères. Oui, c'est logique. C'est pas à retenir. Un croisement monohybride est réalisé une seule fois alors que dihybride est réalisé deux fois. D aussi, un croisement monohybride donne un rapport 9, 3, 3, 1 alors qu'un croisement dihybride donne un rapport 3-1, c'est tout à fait faux. Donc, le monohybridisme, dihybridisme, c'est lié au nombre de caractères. Nombre de caractères, s'il y a quelque chose à retenir, il faut retenir évidemment la proposition C. Un croisement monohybride implique des organismes qui sont différents par un seul caractère, dihybridisme, deux caractères. Monohybridisme, par exemple, ici, le cas d'une souris noire, souris blanche, il donne souris noire dans la génération F1 100%, et puis après, la couleur blanche, elle va apparaître, bien sûr, lorsqu'on croise le F1 avec le F1, et bien sûr, le norme ou la norme de
représenter les génotypes, c'est quelque chose avec un trait, deux traits qui porte bien sûr l'allèle ici BB et puis l'allèle GG et ainsi de suite. Pour le dihybridisme, c'est deux caractères, comme il est le cas ici, pour les drosophiles, la couleur du corps, noir ici, les elphistigiales, c'est deux caractères, le corps gris, et puis les allèles qui sont longs, n'est-ce pas? Et puis, bien sûr, pour la représentation des génotypes, on fait cette fois-ci deux traits comme cela, n'est-ce pas? Double ici, et on note le caractère 1, le caractère 2, évidemment, et on fait le croisement, les gamètes et puis la fécondation. Donc, il faut bien retenir tout ça. Nous allons passer à la question Q7 qui faisait aussi l'objet du concours de 2021 d'accès aux études de médecine, médecine dentaire et pharmacie. Et cette fois-ci, elle parle, cette question, il était important que Mendel examine la génération F1 dans ses expériences de reproduction, mais aussi la génération F2. Pourquoi? Car il a obtenu très peu de descendants F1, ce qui rendait l'analyse statistique difficile. Non, non, pas du tout ça. Le A s'est rejeté tout de suite. Les caractères parentaux qui n'ont pas été observés dans la F1 sont réapparus dans la F2, ce qui suggère que les facteurs héréditaires n'ont pas vraiment disparu dans la F1. Oui, c'est logique, il faut retenir la B. Maintenant, si on veut continuer, on continue, mais s'il y a choix un seul choix, il faut s'arrêter à ce niveau-là. Le C, c'est analyse de la descendance de F1, lui aurait permis de découvrir la loi de disjonction, mais pas la loi d'assortiment, non. La loi des Mendel sont de trois, il faut le rappeler. Première loi, Qanun Tajanus al-Hujana, ou la loi d'uniformité des hybrides, c'est la première loi. La deuxième loi, c'est la ségrégation des caractères, ou encore loi de l'assortiment indépendant des allèles, ou pureté des gamètes, Qanun Naqawat al-Amshaj. La troisième loi, ou loi de l'indépendance des couples de caractères gènes, lorsqu'il n'y a pas de liaison au niveau de dihybridisme, Qanun Istiqlaliyat Azwaj al-Halilat. Et là, bien sûr, lorsque les gènes ils sont liés, ça fait exception à cette troisième loi. Donc ça, je pense que si on aura besoin, il faut s'en retenir tout ça. Mais sinon, la question à retenir, c'est évidemment la réponse B. Alors après, on va passer à la question 8, qui est type génétique de Mendel, et qui faisait l'objet du concours de 2021. Et il dit cette question, l'explication la plus probable d'un taux élevé de crossover entre deux gènes suivants. Vous savez, lorsqu'il y a liaison entre deux gènes, il y a un phénomène qui prend lieu, c'est l'enjambement, c'est le crossover. Et maintenant, il y a des recombinants qui apparaissent à des proportions qui sont un peu inférieures à 50%. Et la distance, elle est mesurée par l'addition de ces recombinés qu'on divise par, bien sûr, le nombre total des individus des phénotypes et on fait la distance donc génétique. La distance, mais plus cette distance entre les gènes elle est grande, plus il y a chance qu'il va y en avoir des crossovers. Si vraiment cette distance elle est faible, il y a très peu de probabilité qu'il va y en avoir crossover. Donc vous devez retenir tout ça pour les gènes qui sont liés. On ne parle pas ici des gènes qui sont indépendants, c'est le cas de gènes qui sont liés, avec les pourcentages de recombinaison, nombre d'individus recombinés sur le nombre total, multiplié par 100. Revenons aux questions. L'explication la plus probable d'un taux élevé d'un crossover, un taux élevé de crossover, ça veut dire que les gènes sur les chromosomes, c'est ça, la carte factorielle, ils sont beaucoup plus éloignés. Ils sont beaucoup plus éloignés, c'est ça ce que ça veut dire finalement, ou commençons d'abord par le A.
Le A, les deux gènes sont sur des chromosomes différents. Sur des chromosomes différents, non, ça ne veut pas dire ça. Un crossover beaucoup plus élevé, pas du tout ça. B, les deux gènes sont tous situés près du centromère. Non, non, pas du tout. Les deux gènes pour C sont liés au sexe. Non, non, pas du tout. Un crossover qui est beaucoup plus prononcé, ça ne veut pas dire ça. Les deux gènes codent pour la même protéine. Pas du tout. Les deux gènes sont éloignés l'un de l'autre sur le même chromosome. Ça, c'est à retenir. C'est beaucoup plus éloigné, taux élevé, c'est beaucoup plus éloigné. Donc la question à retenir, c'est le E, évidemment.